7 prophéties sur Donald Trump sont en train de se réaliser en ce moment précis, et presque personne n'y prête attention. Depuis les visions de Nostradamus au siècle XVI jusqu'aux révélations du prophète Kim Clement, en 2014, tous ont annoncé l'arrivée d'un leader controversé qui ébranlerait l'ordre mondial. Son retour improbable au pouvoir en 2025, l'alliance avec l'homme le plus riche de la planète, la quête d'un 3e mandat qui défie la Constitution et l'émergence d'un gouvernement parallèle que personne n'a élu, mais qui contrôle tout depuis l'ombre. Chaque signe était écrit. Alors que le monde célébrait sa 2e investiture, le 20 janvier 2025, peu ont remarqué que ce même jour coïncidait avec le jour de Martin Luther King, un détail que certains interprètes considèrent comme prophétique. Un leader qui parle d'unité tout en divisant, un président qui promet d'assécher le marais tout en le remplissant de multimillionnaires de la Silicon Valley, un homme qui a juré de défendre la Constitution tout en cherchant des moyens de l'ignorer. Face à ce panorama surgit une question que nous ne pouvons éluder. Assistons-nous à l'accomplissement d'anciennes prophéties qui désignent Trump comme une figure clé dans les événements finaux de notre ère? Ou voyons-nous simplement la consolidation du pouvoir le plus effronté que les États-Unis aient connu dans leur histoire moderne? Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous analyserons chacune de ces 7 prophéties troublantes et nous verrons comment elles prennent déjà forme en nos jours, nous révélant que ce qui fut annoncé comme avertissement se présente aujourd'hui comme une réalité indéniable. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car la dernière prophétie est la plus perturbante de toutes, et presque personne n'en parle. Avant de poursuivre, si ce contenu vous semble précieux, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à Révélations Mystiques pour ne rien manquer des prochaines analyses que nous partagerons. Maintenant, commençons. Prophétie numéro 1. Le retour de l'homme improbable. Le 21 avril 2014, 11 ans avant que Donald Trump ne prête serment pour la 2e fois en tant que président des États-Unis, le prophète Kim Clement prononça des paroles qui résonnent aujourd'hui avec une précision glaçante. Devant une congrégation dans la Maison du Destin à North Hollywood, en Californie, Clement déclara quelque chose qui à l'époque semblait impossible. Dieu dit « Je placerai à leur tête pendant 2 périodes un président qui priera, mais qui ne sera pas un président en prière au début. Je le mettrai en fonction et ensuite je le ferai. Il sera baptisé par l'Esprit Saint et par ma puissance. » À ce moment-là, Donald Trump était connu principalement comme un magnate de l'immobilier et une star de télé-réalité. L'idée qu'il devienne président paraissait absurde pour la majorité. Plus encore, la notion qu'il serve 2 mandats, surtout après sa défaite en 2020, était considérée comme impossible. Pourtant, Kim Clement fut plus précis. Il parla d'un homme au sang chaud qui apporterait des murs de protection au pays. Il mentionna que l'économie changerait rapidement sous sa direction et, le plus intrigant de tout, il prédit que ce leader serait initialement rejeté par les médias, mais que Dieu utiliserait précisément cette opposition pour accomplir son dessein. Il y aura un président en prière, pas un religieux, car je tromperai les gens, déclara Clement en citant des paroles qu'il attribuait directement à Dieu. Je tromperai les gens, oui, je le ferai. Cette prophétie s'est accomplie en 2 étapes clairement identifiables. La première fut en 2016, quand Trump battit Hillary Clinton lors d'une élection que tous les sondages, tous les experts et tous les médias traditionnels considéraient comme impossible à perdre pour les démocrates. Cette nuit du 8 novembre, le monde assista à l'improbable devenir réalité. Mais la véritable épreuve du feu arriva en 2024. Après avoir perdu en 2020, affronté 2 procédures de destitution
était accusé dans 4 affaires pénales différentes, déclaré coupable de 34 chefs d'accusation à New York et devenu le premier ancien président de l'histoire américaine à avoir une photo policière Donald Trump, non seulement survécu politiquement, mais revint avec plus de force que jamais. Le 14 juillet 2024, à Butler, en Pennsylvanie, un tireur tenta de l'assassiner lors d'un meeting de campagne. La balle effleura son oreille droite, la laissant ensanglantée. À ce moment critique, le sang coulant sur son visage, Trump ne fuit pas. Il se leva le poing levé et cria « Fight, fight, fight » devant des milliers de partisans horrifiés. Cette image devint iconique instantanément et beaucoup se souvinrent alors d'une autre prophétie glaçante de Nostradamus écrite au siècle XVI. La trompette tremble avec une grande discorde, un accord brisé. Il lève le visage au ciel, la bouche ensanglantée nage dans le sang. Le visage oint de lait et de miel gît au sol. Quand Nostradamus écrivit sur la trompette, de nombreux interprètes modernes l'ont relié au nom de famille Trump, qui en anglais signifie littéralement trompette. L'image de Trump se relevant, le visage ensanglanté après l'attentat, semble s'adapter de manière troublante à cette ancienne quatrain. 5 mois après la tentative d'assassinat, Donald Trump non seulement gagna l'élection présidentielle de 2024, mais le fit de manière écrasante. Il remporta tous les États pivots, gagna le vote populaire pour la première fois de sa carrière politique et les républicains prirent le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat. Le 20 janvier 2025 à midi, heure de l'Est, Donald Trump prêta serment pour la 2e fois en tant que président des États-Unis. En raison des températures glaciales, la cérémonie se déroula à l'intérieur de la rotonde du Capitole, ce qui n'était pas arrivé depuis la 2e investiture de Ronald Reagan en 1985. Mais il y eut un détail que peu remarquèrent à ce moment-là. Quand le président de la Cour suprême, John Roberts, lui demanda de lever sa main droite pour le serment, Trump commença à répéter les paroles avant que la première dame Melania Trump, qui tenait la Bible, n'arrive à ses côtés. Les images et vidéos de la cérémonie montrèrent que Trump ne bougea jamais sa main gauche pour la poser sur la Bible. Bien que la Constitution n'exige pas que le président jure sur une Bible, ce détail suscita immédiatement une controverse sur les réseaux sociaux. Certains y virent un oubli cérémoniel sans importance. D'autres l'interprétèrent comme un symbole prophétique, un président qui jure de défendre la Constitution sans toucher la parole sacrée. Kim Clement avait prédit que ce leader serait baptisé par l'Esprit Saint après avoir pris ses fonctions, pas avant. Assistons-nous à l'accomplissement de cette prophétie ou voyons-nous quelque chose de complètement différent? Ce qui est indéniable, c'est que le retour de Trump a défié toutes les probabilités politiques, statistiques et historiques. Aucun président depuis Grover Cleveland, en 1893, n'avait perdu sa réélection, puis repris le pouvoir. La prophétie de l'homme improbable s'est accomplie sous nos yeux. Prophétie numéro 2. L'alliance avec l'homme le plus riche du monde. Dans les prophéties de Nostradamus pour 2026 publiées à l'origine, en 1555, apparaît une référence cryptique que certains érudits ont interprétée comme l'alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir technologique. Le roi s'alliera avec le titan du fer céleste. Ensemble, ils altéreront le cours de l'Empire. Quand Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, rejoignit ouvertement la campagne de Donald Trump, en 2024 peu imaginé le niveau d'influence qu'il atteindrait. Musk ne fut pas simplement un donateur politique de plus, il investit plus de 100 millions de dollars dans la campagne républicaine, transforma X, anciennement Twitter, en une plateforme de propagande pro-Trump et devint la voix la plus influente du mouvement MAGA après Trump lui-même.
Mais la véritable prophétie commença à s'accomplir le 9 novembre 2024 quand Trump annonça la création du département de l'efficacité gouvernementale, connu sous ses initiales anglaises DOGE. Le nom n'était pas une coïncidence. Elon Musk avait soutenu publiquement pendant des années le Dogecoin, une crypto-monnaie qui avait commencé comme une blague en 2013, mais qui atteignit une capitalisation boursière de milliards de dollars. Trump nomma Musk directeur du Doge aux côtés de l'ancien candidat présidentiel républicain Vivek Ramaswamy. La promesse était audacieuse: réduire de 2000 milliards de dollars le budget fédéral, éliminer des agences entières, licencier des dizaines de milliers d'employés publics et moderniser le gouvernement grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Ce qui se passa ensuite dépassa les attentes les plus extrêmes. Selon des documents filtrés et des rapports de presse, durant les premiers 130 jours de son mandat en tant qu'employé spécial du gouvernement Musk et son équipe d'ingénieurs de 20 ans issus de Tesla et SpaceX envahirent littéralement les agences fédérales. Ils obtinrent un accès sans précédent aux bases de données gouvernementales, y compris des informations sensibles de l'administration de la sécurité sociale. Selon une plainte déposée par le ministère de la Justice en janvier 2026, des membres de l'équipe DOGE signèrent des accords pour partager des données d'électeurs avec des groupes cherchant à annuler des résultats électoraux dans certains États. Palantir, la société de data mining de Peter Thiel, un autre multimillionnaire allié de Trump, obtint des contrats d'une valeur de plus de 200 millions de dollars pour intégrer son logiciel dans les réseaux militaires. Le ministère de la Défense accorda à SpaceX des contrats dépassant les 6 000 millions de dollars. Et Grok, le chatbot d'intelligence artificielle créé par xAI de Musk, commença à s'intégrer dans les systèmes gouvernementaux, malgré les avertissements sur sa capacité à créer des deepfakes et à diffuser de la désinformation. L'administration Trump réduisit la main-d'œuvre civile fédérale de 9% durant 2025, selon les données du Bureau de gestion du personnel. Des milliers d'employés du service exécutif supérieur, les fonctionnaires publics les plus expérimentés du pays, furent licenciés ou contraints de démissionner. Des agences entières furent démantelées. L'Agence des États-Unis pour le développement international fut complètement éliminée. L'administration nationale océanique et atmosphérique responsable des prévisions météorologiques et des alertes aux catastrophes naturelles subit des coupes dévastatrices. Le ministère des Affaires des anciens combattants tomba en crise par manque de personnel. Mais en juin 2025, quelque chose d'inattendu se produisit. La relation entre Trump et Musk se fractura publiquement. Le point de rupture fut le projet de loi fiscale connu sous le nom de Big Beautiful Bill, que Trump soutenait avec ferveur, mais que Musk dénonça comme une augmentation du déficit et une abomination répugnante pleine de dépenses porcines. Le 3 juin à 15h, 32h de l'Est, Musk publia sur X: « En novembre de l'année prochaine, nous licencierons tous les politiciens qui ont trahi le peuple américain. » 3 heures plus tard, il qualifia le projet de loi d'abomination dégoûtante et exigea « tuer le projet ». Trump, assis avec le chancelier allemand Friedrich Merz dans le bureau ovale, répondit aux questions des journalistes pendant plus de 40 minutes en direct à la télévision. Quand on lui demanda sur les critiques de Musk, Trump dit qu'il était déçu parce qu'il avait toujours aimé Elon. La rupture parut complète. Musk démissionna officiellement du Doge le 30 mai à la fin de sa période de 130 jours en tant qu'employé spécial du gouvernement. Trump commença à qualifier Musk d'erratique et certains alliés l'appelèrent accro à la drogue.
Musk menaça de créer un troisième parti politique et promit de financer tout candidat qui s'opposerait à Trump, qu'il soit républicain, démocrate ou indépendant. Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, décrivit Musk comme accro à la kétamine dans une interview à Vanity Fair. Le président compara la députée Marjorie Taylor Greene à une pomme pourrie et la qualifia de traîtresse après qu'elle eut critiqué l'influence de Musk. Il semblait que la prophétie de l'Alliance était terminée, mais en septembre 2025, lors du service commémoratif de Charlie Kirk au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, Trump et Musk furent vus en train de se serrer la main. En novembre, Musk assista à un dîner à la Maison-Blanche quand Trump reçut le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmaneh. Et le 4 janvier 2026, Elon Musk publia sur X une photographie depuis Mar-a-Lago avec le message « J'ai passé une soirée charmante hier soir avec le président et la première dame. 2026 va être incroyable. L'alliance s'était réparée. Mais à quel prix ?» Selon des rapports de février 2026, Musk a donné des millions de dollars à chacun des super PAC liés au leadership républicain, à la Chambre et au Sénat, en plus de 5 millions supplémentaires, à MAGA Inc., le super PAC de Trump. SpaceX est désormais valorisé à 1250 milliards de dollars après sa fusion avec XAI. La société spatiale devrait s'introduire en bourse cette année, faisant potentiellement de Musk le premier trillionnaire du monde. La prophétie ne concernait pas une simple alliance politique, mais la fusion du pouvoir gouvernemental avec le pouvoir corporatif technologique à une échelle jamais vue auparavant. Un président qui a besoin d'argent et de couverture médiatique, un multimillionnaire qui a besoin de contrats gouvernementaux et de protection réglementaire. Ensemble, ils altèrent le cours de l'Empire. Nostradamus écrivit sur le titan du fer céleste. Elon Musk construit des fusées qui défient la gravité. La prophétie continue de se dérouler sous nos yeux. Prophétie numéro 3. La tentative de se perpétuer au pouvoir. Dans les quatrains de Nostradamus apparaît un avertissement sur un leader qui tenterait de briser les limites traditionnelles du pouvoir. Le prince cherchera un troisième royaume, mais les lois anciennes l'en empêcheront. Pourtant, sa volonté persistera au-delà de son temps. Le 22e amendement de la Constitution des États-Unis ratifié en 1951 est clair et sans équivoque, aucune personne ne sera élue au poste de président plus de 2 fois. Cet amendement fut créé spécifiquement après que Franklin Delano Roosevelt eût été élu 4 fois et mourut en fonction en 1945. Mais Donald Trump, qui aura 82 ans à la fin de son 2e mandat en janvier 2029, a mentionné à plusieurs reprises la possibilité d'un 3e mandat et non comme une blague occasionnelle, mais avec une constance et une spécificité qui s'avèrent inquiétantes. Durant sa campagne, en 2024, Trump dit devant des sympathisants « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, de servir non pas 1, mais 2, 3 ou 4 fois ». Quand les médias réagirent avec alarme, Trump se rétracta partiellement en disant qu'il plaisantait avec la presse, mais les plaisanteries continuèrent avec une fréquence préoccupante. En février 2025, dans une interview à NBC News, un journaliste lui demanda directement s'il envisageait un 3e mandat. Trump répondit sans hésitation « Je ne plaisante pas. Il existe des méthodes par lesquelles cela pourrait se faire. » Quand le journaliste lui demanda si l'une de ces méthodes serait que son vice-président J.D. Vance se présente comme candidat en 2028, puis démissionne pour lui céder le poste, Trump répondit simplement « C'est une méthode ». En mars 2025, dans une interview au magazine Time, on lui demanda quelles étaient ces méthodes précisément. Trump répondit « Je préfère ne pas en discuter maintenant, mais
Comme vous le savez, il y a certains vides juridiques qui ont été mentionnés et qui sont bien connus. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis inondé de demandes. Steve Bannon, ancien stratège en chef de Trump, fut plus direct. Le 11 avril 2025, durant l'émission Real Time with Bill Maher Bannon, déclara qu'il avait une équipe de personnes travaillant sur des schémas pour contourner le 22e amendement. En octobre de la même année, dans une interview à The Economist, Bannon fut encore plus catégorique. Il obtiendra un 3e mandat. Trump sera président en 28 et les gens devraient simplement l'accepter. La stratégie juridique que certains alliés de Trump ont proposée repose sur une supposée faille dans le texte constitutionnel. Le 22e amendement interdit d'être élu pour un 3e mandat, mais ne mentionne techniquement pas le cas de succession. Selon cette interprétation controversée, Trump pourrait se présenter comme vice-président sur la candidature de Jill Evans en 2028, puis assumer la présidence si Vance démissionne. Cependant, les experts constitutionnels ont rejeté cette théorie presque unanimement. Derek Muller, professeur de droit électoral à l'Université de Notre-Dame, souligne que le 12e amendement établit clairement « Aucune personne constitutionnellement inéligible au poste de président ne sera éligible au poste de vice-président des États-Unis ». Jeremy Paul de l'Université Northeastern fut encore plus direct. Il n'existe aucun argument juridique crédible soutenant un 3e mandat. Mais il existe une autre voie, beaucoup plus difficile mais constitutionnellement valide, modifier la Constitution. Le 23 janvier 2025, à peine 3 jours après que Trump eut pris ses fonctions pour la 2e fois, le député républicain Andy Ogles du Tennessee présenta une résolution conjointe pour amender le 22e amendement. La proposition d'Ogles ne vise pas à abroger complètement la limite des 2 mandats, mais à l'augmenter à 3 si les 2 premiers mandats n'étaient pas consécutifs. Cet amendement bénéficierait directement à Donald Trump. Pour que cette modification constitutionnelle prospère, il faudrait le vote des 2/3 de la Chambre des représentants des 2/3 du Sénat et la ratification des 3/4 des législatures des États, soit 38 des 50 États. Les chiffres actuels rendent cette voie impossible. Bien que les républicains contrôlent les 2 chambres du Congrès, ils n'ont pas les majorités des 2/3 nécessaires. Et les démocrates gouvernent dans 18 des 50 États, rendant extrêmement improbable d'atteindre le seuil de 38 États. Mais Trump et ses alliés ne semblent pas découragés. La boutique officielle de merchandising de l'organisation Trump a commencé à vendre des casquettes brodées. Trump 2028 en avril, 2025 des mois après sa 2e investiture. Les t-shirts avec le même slogan se sont épuisés à plusieurs reprises. En octobre 2025, lors d'une conférence de presse en Asie, un journaliste demanda à Trump ses intentions pour 2028. Trump répondit avec un sourire « J'adorerais, je ne l'exclus pas. Eh bien, cela dépendra de vous. » Le 30 juin 2025, Trump menaça d'utiliser le DOJ, la même initiative qu'Elon Musk avait dirigée pour enquêter sur les contrats gouvernementaux des entreprises de Musk. Le 1er juillet, Musk promit de donner à la campagne de réélection du député Thomas Massie qui s'était opposé au projet de loi de Trump. Ce même jour, Trump déclara publiquement qu'il examinerait la possibilité de déporter Musk. La relation était clairement tendue, mais personne dans le cercle de Trump n'osa critiquer publiquement l'idée d'un 3e mandat. En fait, de nombreux républicains éminents gardèrent simplement le silence quand on leur demanda à ce sujet. Ce ne fut qu'en décembre 2025 que Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, déclara publiquement que Trump ne chercherait pas un 3e mandat et que le président s'amusait simplement avec les spéculations.
Mais même Wiles ne put expliquer pourquoi le merchandising officiel de Trump continuait à promouvoir Trump 2028. En janvier 2026, le média Politico publia une analyse révélatrice. Selon l'article le précédent, le plus important du deuxième mandat de Trump ne sera aucune politique spécifique sur les tarifs douaniers, la migration ou la politique étrangère. Ce sera sa version élargie du pouvoir présidentiel, la théorie selon laquelle les présidents en général peuvent faire ce qu'ils veulent. L'article concluait par une observation glaçante: le président Trump obtiendra un troisième mandat même sans défier la Constitution, non pas parce qu'il se présentera à nouveau comme candidat, mais parce que quel que soit son successeur démocrate ou républicain, il héritera d'un pouvoir présidentiel tellement étendu que Trump continuera à gouverner à travers son ombre. Nostradamus écrivit: « Le prince cherchera un troisième royaume, mais les lois anciennes l'en empêcheront. Pourtant, sa volonté persistera au-delà de son temps. » La prophétie ne concerne pas nécessairement que Trump serve physiquement un troisième mandat. Il s'agit de ce que son influence, son mouvement et sa transformation du pouvoir présidentiel transcendent les limites traditionnelles du temps et de la loi. Que Trump parvienne ou non à rester en fonction après 2029, quelque chose de fondamental a changé dans la République américaine. Le débat n'est plus de savoir si un président peut dépasser ses limites constitutionnelles. Le débat est de savoir jusqu'à quel point il peut le faire avant que quelqu'un l'arrête. Prophétie numéro 4, le gouvernement dans l'ombre. Nostradamus écrivit sur des conseillers qui gouvernent depuis l'ombre tandis que le roi se distrait avec des cérémonies. En 2026, cette prophétie prend forme de manière inquiétante dans ce que les critiques ont appelé la présidence partagée entre Trump et ses alliés multimillionnaires de la Silicon Valley. Le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale créé par décret exécutif, n'a jamais été approuvé par le Congrès, n'avait pas de budget officiel, ses employés n'ont pas passé de confirmation du Sénat et pourtant, pendant 130 jours, il exerça un pouvoir sans précédent sur pratiquement toutes les agences du gouvernement fédéral. Le modèle de fonctionnement était simple mais dévastateur des équipes d'ingénieurs jeunes, beaucoup d'entre eux employés de Tesla SpaceX et d'autres sociétés de Musk arrivaient sans préavis dans les bureaux gouvernementaux, avec un accès total. Ils examinaient les bases de données, analysaient les budgets, interrogeaient les employés et prenaient des décisions sur des licenciements massifs, le tout soutenu par l'autorité présidentielle. Lindsey Zhang, ancienne directrice du bureau technologique gouvernemental 18F, décrivit l'expérience comme terrifiante. Dans des interviews postérieures à son licenciement, Yang affirma « Ils entraient sans comprendre du tout comment fonctionne le gouvernement. Ils ne se souciaient pas de la mission de service public, ils ne voyaient que des chiffres sur des feuilles de calcul qu'ils voulaient éliminer. » Selon des documents filtrés, le DOGE utilisa des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier les employés fédéraux qui étaient supposément sous-performants. Le système analysait les courriels, les modèles de travail à distance et les évaluations de performance. Des milliers de travailleurs furent licenciés sur la base de décisions prises par un logiciel et non par des superviseurs humains. Russell Vought, directeur du bureau de gestion et du budget de Trump, admit publiquement que son objectif était de traumatiser les travailleurs fédéraux et de réduire drastiquement le financement des programmes sociaux. Celui qui fut l'architecte principal du projet 2025 vit dans le DOGE l'occasion de mettre en œuvre sa vision radicale de démanteler l'État administratif. Même après qu'Elon Musk eut officiellement quitté le DOGE en mai 2025, ces opérateurs restèrent incrustés dans des agences clés. Antonio Gracias, investisseur multimillionnaire
et allié proche de Musk, s'installa à l'administration de la sécurité sociale. D'autres membres de l'équipe d'OGE prirent des positions à l'administration fédérale de l'aviation, au ministère du Trésor et à l'Agence de protection de l'environnement. Ils fonctionnaient comme un gouvernement parallèle selon un rapport de février 2026 du Revolving Door Project intitulé « Doge du même à la machine d'érosion gouvernementale ». Le document de près de 70 pages détaille comment Musk et Vought ont brisé les précédents politiques professionnels et juridiques dans leur effort pour démanteler les fonctions essentielles du gouvernement fédéral et surtout la démocratie en général. Mais le Doge ne fut que l'aspect le plus visible d'un phénomène plus large. L'investiture de Trump le 20 janvier 2025 réunit les 3 hommes les plus riches du monde dans la rotonde du Capitole: Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Tous avaient des sièges d'honneur, tous avaient donné généreusement, tous avaient des contrats gouvernementaux à protéger et des réglementations qu'ils voulaient éliminer. Tim Cook d'Apple, Sundar Pichai d'Alphabet, Sam Altman d'OpenAI et Dara Khosrowshahi d'Uber assistèrent également. La Silicon Valley, qui soutenait traditionnellement les candidats démocrates, avait achevé son virage vers Trump. La raison était simple, le bénéfice économique sans limite réglementaire. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 30% en valeur boursière après que Musk eut annoncé son soutien à Trump, dépassant à nouveau le $1 trillion de valorisation. Amazon Web Services obtint des contrats gouvernementaux massifs pour des services cloud. Meta obtint le feu vert pour étendre ses affaires de réalité virtuelle sans entrave. La surveillance antitrust et le plus inquiétant de tous ces mêmes leaders technologiques obtinrent un accès sans précédent à des données gouvernementales sensibles. Palantir de Peter Thiel reçut l'accès aux informations fiscales du ministère du Trésor. XAI de Musk intégra son chatbot Grok dans les réseaux militaires malgré les avertissements sur les capacités de deepfake et de désinformation. En janvier 2026, le ministère de la Justice admit dans des documents judiciaires que des membres de l'équipe DOGE avaient partagé des données de la sécurité sociale avec un groupe de plaidoyers cherchant à annuler des résultats électoraux dans certains États. Un employé du DOGE signa un accord de données d'électeurs en utilisant sa capacité en tant qu'employé de l'administration de la sécurité sociale. Le scandale provoqua une enquête du Congrès, mais à ce moment-là, le mal était fait. Les données avaient déjà été partagées, les employés responsables avaient déjà démissionné ou été transférés à d'autres postes, et Trump nia simplement toute connaissance de l'incident. Nostradamus parla de conseillers qui gouvernent depuis l'ombre. En 2026, ces conseillers ont des noms, des prénoms et des fortunes évaluées en centaines de milliards de dollars. Ils n'ont pas besoin de postes officiels. Ils n'ont pas besoin de confirmation du Sénat. Ils ont seulement besoin d'accès au président et de protection contre les conséquences. La prophétie avertissait que le vrai pouvoir ne résiderait pas sur le trône, mais chez ceux qui murmurent à l'oreille du roi. Dans la Maison Blanche de Trump, ces murmures viennent avec des algorithmes d'intelligence artificielle, l'accès à des bases de données gouvernementales et la capacité de bouger les marchés avec un seul tweet. Le gouvernement dans l'ombre n'est plus une théorie conspirationniste, c'est la réalité documentée de 2026. Prophétie numéro 5. L'érosion des institutions démocratiques. Dans les prophéties de Nostradamus, pour 2026, apparaît un avertissement spécifique sur le déclin de l'Occident. La lumière s'éteindra dans le silence et les anciennes libertés seront érodées, non par la conquête, mais par le consentement. Quand Donald Trump prit son deuxième mandat, le 20 janvier 2025, il signa un nombre record d'ordres exécutifs dans ses premières 24 heures.
Certains furent cérémoniels, d'autres transformateurs, et quelques-uns défièrent directement des principes constitutionnels fondamentaux. Le plus controversé fut son ordre exécutif sur la citoyenneté par naissance. Le décret établissait que le gouvernement fédéral n'émettra pas de documents reconnaissant la citoyenneté des États-Unis aux enfants nés sur le sol américain, de parents se trouvant illégalement dans le pays ou de manière temporaire légale. L'ordre s'appliquerait aux personnes nées 30 jours après la date du décret. Le 14e amendement de la Constitution ratifié en 1868 établit clairement « Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont citoyens des États-Unis ». Cette disposition a été interprétée pendant plus de 150 ans comme accordant la citoyenneté automatique à toute personne née sur le territoire américain, avec des exceptions très limitées. Des groupes de droits civiques déposèrent des plaintes le même jour. Ils arguèrent que l'ordre présidentiel violait non seulement le 14e amendement, mais pourrait aussi laisser des enfants légalement ou effectivement apatrides sans citoyenneté dans aucun pays. Trump répondit avec indifférence « La Constitution n'est pas aussi claire que les gens le pensent », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Nous avons de très bons avocats qui ont trouvé des façons d'interpréter cela différemment, mais la citoyenneté par naissance n'était que le début. Dans ses premières semaines, Trump signa des ordres exécutifs pour gracier environ 100 personnes accusées d'avoir participé à l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, y compris des leaders des Proud Boys et des Oath Keepers, condamnés pour conspiration séditieuse. Parmi les graciés figuraient Matthew et Andrew Valentin, deux frères qui avaient été filmés en train d'attaquer des policiers avec des bâtons et des chaises. Tous deux avaient plaidé coupables en septembre 2024. Éliminer l'Agence des États-Unis pour le développement international, une institution de la guerre froide avec 70 ans d'histoire. Des milliers de projets humanitaires dans le monde entier furent annulés du jour au lendemain. Tenter de changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, adopta immédiatement le nouveau nom dans les décrets d'État, se référant à des tempêtes hivernales qui affecteraient le golfe d'Amérique. Restaurer les protocoles de protection des migrants connus sous le nom de « Reste au Mexique ». Malgré que le gouvernement mexicain ait clairement indiqué qu'il ne coopérerait pas, la présidente Claudia Sheinbaum déclara que le Mexique n'était pas d'accord avec la réactivation de la politique. Désigner les cartels de drogue mexicains comme organisations terroristes internationales, une décision qui pourrait avoir d'énormes implications pour les relations avec le Mexique et le commerce transfrontalier. Mais peut-être le plus inquiétant fut la déclaration publique de Trump sur les élections en général. Lors d'une conférence de presse en février 2026, Trump déclara que les républicains devraient prendre le contrôle du vote et le nationaliser en se référant au système électoral américain. La Constitution est sans équivoque. L'article 1, section 4 accorde aux législatures des États le pouvoir primaire sur l'administration des élections, le Congrès ayant autorité pour réguler, mais sans accorder aucun pouvoir au président, littéralement aucun. Les fondateurs furent très sages en désignant les élections comme un domaine où le président n'a aucun pouvoir, expliqua David Baker, expert indépendant en procédures électorales. Seules les législatures des États et le Congrès ont l'autorité pour réguler les élections, et les tribunaux l'ont confirmé à de nombreuses occasions. La secrétaire d'État du Colorado, la démocrate Jena Griswold, fut plus directe. Il y a un petit problème. La Constitution empêche de fédéraliser les élections. C'est très alarmant que Trump continue d'utiliser sa plateforme pour saper les élections américaines.
Par la suite, la Maison-Blanche tenta de minimiser les déclarations de Trump, affirmant qu'il exprimait simplement son soutien à une législation en cours. Mais le schéma était déjà établi. Le président affirmait des pouvoirs que la Constitution ne lui accordait pas, et ensuite ses porte-paroles reculaient quand la controverse devenait trop intense. Dans un autre moment alarmant, Trump déclara en janvier 2026 que les États-Unis ne devraient même pas avoir d'élection. Quand la presse réagit avec horreur, la Maison-Blanche insista sur le fait que le président plaisantait. Selon le site Just Security début février 2026, il y a 552 affaires judiciaires actives contre les actions de l'administration Trump. Sur celles-ci, 153 ont abouti à des blocages permanents ou temporaires d'actions gouvernementales. 28 sont en appel. L'administration a remporté 113 affaires et 214 restent en attente de résolution. Les tribunaux sont devenus la dernière ligne de défense constitutionnelle, mais Trump a clairement indiqué qu'il ne respecte pas cette barrière. Il a publiquement demandé à la Cour suprême d'éliminer la citoyenneté par naissance. Il a menacé d'ignorer les décisions judiciaires qui bloquent ses tarifs douaniers et a suggéré que les procureurs enquêtant sur ses actions devraient être arrêtés. Le 250e anniversaire de l'indépendance américaine sera célébré le 4 juillet 2026. Les États-Unis se sont libérés d'un roi tyran en 1776. 250 ans plus tard, ils affrontent la question de savoir s'ils peuvent résister à un président qui agit comme si les lois ne s'appliquaient pas à lui. Nostradamus écrivit sur la lumière qui s'éteint dans le silence et les libertés érodées par consentement. La prophétie ne concerne pas une conquête violente de la démocratie. Il s'agit de son érosion lente, tandis que le public regarde parfois en protestant, mais généralement en acceptant chaque nouvelle transgression, comme la nouvelle normalité. L'histoire montre que les républiques ne meurent pas d'un coup, elles meurent de 1000 petites coupures, chacune justifiée comme nécessaire, chacune présentée comme temporaire, jusqu'au jour où les institutions qui semblaient autrefois permanentes n'existent tout simplement plus. Prophétie numéro 6. La division de la nation. Le prophète Isaïe, il y a plus de 2700 ans, parla de nations qui se détruiraient elles-mêmes de l'intérieur. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Elle tombera non par des ennemis externes, mais par la haine interne. Quand Donald Trump prononça son discours inaugural le 20 janvier 2025, il déclara « L'ère dorée de l'Amérique commence maintenant. À partir de ce jour, notre pays sera à nouveau respecté dans le monde entier. Nous serons l'envie de tous et nous ne permettrons pas qu'on profite de nous. Dès le premier jour, je mettrai l'Amérique d'abord. » Mais les paroles sur l'unité heurtèrent la réalité d'une nation profondément fracturée. Des dizaines de députés démocrates boycottèrent la cérémonie d'investiture en citant l'attaque du Capitole du 6 janvier et le fait que la cérémonie coïncidait avec le jour de Martin Luther King Jr. Quand les anciens présidents arrivèrent à la rotonde du Capitole, les divisions étaient palpables. Barack Obama arriva seul sans Michelle, qui, selon des sources proches, refusa d'assister pour des raisons personnelles et politiques. Bill et Hillary Clinton furent hués par certains assistants à leur entrée. George W. Bush et Laura Bush gardèrent un profil discret. Trump ne perdit pas de temps pour rappeler au pays que son retour était autant une question de vengeance que de politique. Dans les premières heures de sa présidence, il accorda des grâces massives à des personnes condamnées pour avoir attaqué violemment le Capitole. Matthew Valentin qui tenta d'arracher un bâton à un officier de police et Andrew Valentin qui lança une chaise contre la ligne policière furent libérés immédiatement après que Trump eut signé les grâces. Le signal était clair, la violence politique en faveur de Trump serait pardonnée,
l'opposition politique à Trump serait punie. Durant sa première année de retour en fonction, Trump utilisa le ministère de la Justice contre ses adversaires de manière sans précédent. Des procureurs qui l'avaient enquêté furent soumis à des investigations des journalistes qui l'avaient critiqué, furent menacés de révocation d'accréditation de presse et des entreprises qui ne le soutenaient pas affrontèrent des audits punitifs de l'IRS. La division n'était pas seulement politique, elle était géographique, raciale, générationnelle et culturelle. Les données de migration interne montraient que des Américains déménageaient activement vers des États qui reflétaient leurs valeurs politiques. Les libéraux fuyaient la Floride et le Texas vers la Californie et New York. Les conservateurs faisaient le mouvement inverse. Le gouverneur DeSantis de Floride créa sa propre version étatique du Doge, envoyant des équipes d'auditeurs aux gouvernements municipaux et de comtés pour enquêter sur les dépenses excessives. Les objectifs principaux, les programmes liés à la diversité, l'équité et l'inclusion, et toute initiative liée au Green New Deal. Plusieurs États gouvernés par des démocrates commencèrent à discuter ouvertement de l'idée de résistance active aux ordres fédéraux. La Californie approuva des lois sanctuaires interdisant à la police d'État de coopérer avec les raids d'immigration de l'ICE. New York alloua des fonds d'État pour défendre les immigrés sans papier contre la déportation. Trump répondit en menaçant de retenir les fonds fédéraux de ces États. S'ils ne respectent pas la loi fédérale, ils ne recevront pas d'argent fédéral, déclara-t-il lors d'une conférence de presse. La menace était constitutionnellement discutable, mais efficace comme outil de pression politique. Les sondages du début 2026 montraient une nation polarisée à des niveaux historiques. L'approbation de Trump tournait autour de 43% contre 53% de désapprobation. Mais le plus révélateur était l'intensité de ses opinions. 87% de ses partisans le soutenaient fortement, tandis que 91% de ses opposants le désapprouvaient fortement. Il n'y avait pas de terrain intermédiaire, pas de modération. Les États-Unis étaient devenus deux nations occupant le même territoire, chacune convaincue que l'autre représentait une menace existentielle pour le pays. Le divorce idéologique atteignit un point critique lors des élections de mi-mandat prévues pour novembre 2026. Les républicains étaient confiants de maintenir le contrôle du Congrès, citant l'économie et rappelant aux électeurs la migration incontrôlée et l'inflation de 40 ans de l'administration Biden. Les démocrates pariaient sur la fatigue face au chaos de Trump pour mobiliser les électeurs modérés et les minorités. Les sondages montraient que les électeurs hispaniques qui avaient été décisifs pour la victoire de Trump en 2024 s'éloignaient en raison des raids agressifs de l'ICE et de la rhétorique anti-immigration. Mais les deux côtés partageaient une certitude terrifiante. Ils croyaient que si l'autre gagnait les États-Unis en tant que nation, cesserait d'exister sous une forme reconnaissable. Isaïe parla d'une maison divisée qui ne peut subsister. En 2026, la question n'est plus de savoir si les États-Unis sont divisés. La question est de savoir si la division est déjà si profonde que la fracture est permanente. La prophétie n'avertit pas seulement sur la division politique, elle avertit sur le point où une nation devient fonctionnellement deux nations partageant des frontières, mais pas des valeurs, partageant une économie, mais pas un destin, partageant une histoire, mais pas un avenir. Les États-Unis s'approchent dangereusement de ce point de non-retour. Prophétie numéro 7. L'effondrement de l'ordre mondial. C'est la prophétie la plus perturbante de toutes, et presque personne n'en parle avec le sérieux qu'elle mérite. Nostradamus, dans ses quatrains, pour 2026, écrivit sur la fin de l'Empire occidental et l'émergence d'un nouvel ordre depuis l'Orient.
Spécifiquement, Nostradamus prédit « De l'Orient viendra le cœur punique pour harceler l'Adria et les héritiers romains, accompagnés de la flotte libyenne. Trembleront les Maltais et les îles voisines dépouillées. » Les interprètes modernes ont identifié les héritiers romains comme l'Espagne, l'Italie-Malte et la Grèce, tous héritiers de l'Empire romain. La référence à l'Orient a été interprétée comme la Chine et d'autres puissances asiatiques émergentes. Mais la prophétie devient plus spécifique quand elle parle de l'Occident perdant sa lumière dans le silence. Certains érudits modernes croient que cette phrase se réfère métaphoriquement au progrès rapide de l'intelligence artificielle en Chine, au Japon et dans d'autres pays orientaux, tandis que l'Occident se trouve piégé dans des débats réglementaires et des divisions politiques internes. Le deuxième mandat de Trump a accéléré dramatiquement l'érosion du leadership américain mondial. Dans sa première année de retour au pouvoir, Trump menaça de se retirer de l'OTAN si les pays membres n'augmentaient pas leur contribution à 5% du PIB, le double de l'objectif actuel. Il imposa des tarifs douaniers massifs sur les alliés européens, traitant des amis comme des adversaires économiques. Il abandonna les engagements climatiques internationaux, retirant à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. Il menaça militairement des proches, y compris des déclarations sur la prise du Groenland au Danemark et du canal de Panama. Il loua publiquement des dictateurs comme Vladimir Poutine, Xi Jinping et Viktor Orban, tout en critiquant des leaders démocratiques alliés. La réponse internationale fut rapide et décisive. L'Union européenne commença à développer des capacités de défense indépendantes des États-Unis. Le Japon et la Corée du Sud explorèrent des accords de sécurité alternatifs. L'Australie renforça ses liens avec la Chine en commerce et en technologie, malgré les tensions géopolitiques. Mais le changement le plus significatif se produisit dans l'économie mondiale. Le dollar américain, qui a été la monnaie de réserve mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, commença à perdre son statut privilégié. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud accélérèrent les efforts pour commercer en monnaie alternative. L'Arabie saoudite commença à accepter des yuans chinois pour les achats de pétrole, brisant le système du pétrodollar qui a soutenu la domination économique américaine pendant des décennies. En technologie, l'écart se refermait rapidement. Tandis que les États-Unis se concentraient sur les guerres culturelles et les querelles politiques internes, la Chine investissait des billions dans la recherche en intelligence artificielle, en informatique quantique, en biotechnologie et en énergie renouvelable. Nostradamus écrivit sur l'agitation économique causée par l'automatisation qui mettrait en échec les marchés du travail occidentaux. En 2026, cette prophétie se matérialise en temps réel. L'adoption agressive de l'intelligence artificielle dans la manufacture, les services et la technologie déplace des millions d'emplois aux États-Unis et en Europe. Les usines automobiles en Chine produisent dans des véhicules électriques avec une fraction de la main-d'œuvre requise à Detroit. Les centres d'appel en Inde sont remplacés par des chatbots d'IA plus efficaces et moins chers. Les systèmes d'IA chinois conçoivent des médicaments, écrivent du code et réalisent de la recherche scientifique à des vitesses qui rivalisent ou surpassent les équipes humaines occidentales. Trump promit de ramener les emplois manufacturiers aux États-Unis par des tarifs douaniers et une pression politique. Mais la réalité est que ces emplois ne migrent pas vers la Chine ou le Mexique. Ils sont éliminés par l'automatisation. Et aucune quantité de tarifs ne peut rivaliser avec des robots qui n'ont pas besoin de salaire de bénéfice ou de pause. Le rapport économique le plus récent de février 2026 montre des signes préoccupants. Bien que Trump affirme que l'économie est en plein essor, les données racontent une histoire différente. La confiance des consommateurs
est à des minima historiques. Les marchés boursiers montrent une volatilité extrême et l'inflation que Trump promit de contrôler reste obstinément élevée, précisément à cause de ses tarifs douaniers. La Cour suprême examine la légalité des tarifs de Trump et pourrait rendre un verdict dans les prochaines semaines. Si le tribunal déclare inconstitutionnels les tarifs sur la base que le président n'a pas l'autorité pour les imposer unilatéralement, l'économie pourrait subir un choc massif. Trump a insinué qu'il ignorerait une décision adverse de la Cour suprême. « Les juges ne comprennent rien à l'économie », déclara-t-il dans une interview récente. « Mon travail est de protéger les travailleurs américains et c'est ce que je ferai, quel que soit ce que disent 9 personnes à Washington. » Cette déclaration est peut-être la plus alarmante de toutes. Un président qui défie ouvertement l'autorité de la Cour suprême attaque l'un des 3 piliers fondamentaux du gouvernement américain. Sans un pouvoir judiciaire indépendant capable de contrôler l'exécutif, la séparation des pouvoirs s'effondre et la démocratie constitutionnelle cesse de fonctionner. Nostradamus conclut ses prophéties pour 2026 sur une note curieusement optimiste. Les ombres tomberont, mais l'homme de la lumière se lèvera. L'interprétation de cette ligne fait l'objet d'un débat intense. Certains croient qu'elle se réfère à un leader futur qui restaurera l'ordre après le chaos. D'autres interprètent l'homme de la lumière comme une référence métaphorique à l'éveil de la conscience collective à l'humanité, se souvenant des valeurs fondamentales qui soutiennent la civilisation. Mais il y a une 3e interprétation plus sombre. Certains érudits suggèrent que les ombres qui tombent se réfèrent spécifiquement à l'effondrement de l'ordre occidental et que l'homme de la lumière qui se lève est un leader de l'Orient, peut-être de Chine, qui comblera le vide de pouvoir mondial laissé par les États-Unis. Si cette interprétation est correcte, alors la prophétie n'est pas sur la restauration de l'Occident, mais sur son remplacement. En 2026, les États-Unis affrontent une crise existentielle triple. Politiquement, ils sont plus divisés que jamais depuis la guerre civile. Économiquement, ils perdent leur domination globale face à des concurrents plus disciplinés et concentrés. Et constitutionnellement, ils testent les limites de leur propre démocratie de manière que les fondateurs n'avaient jamais imaginée. Donald Trump n'a pas créé tous ces problèmes, mais sa présidence les a accélérés, intensifiés et exacerbés de façon qui pourrait être irréversible. La question que Nostradamus posa il y a presque 500 ans reste valide en 2026. Une civilisation peut-elle survivre quand elle abandonne les principes qui l'ont rendue grande? Un empire peut-il maintenir son pouvoir quand il perd son but moral? L'histoire suggère que la réponse est non. Rome est tombée. L'Espagne est tombée, l'Empire britannique est tombé. Tous croyaient qu'ils étaient permanents, tous se trompaient. Les États-Unis en 2026 se trouvent au bord d'un précipice. La prophétie de l'effondrement de l'ordre mondial n'est pas inévitable, mais chaque jour qui passe sans correction, sans retour aux principes constitutionnels, sans restauration du sens d'un but commun, rend cet effondrement plus probable. Ainsi concluons-nous ce parcours à travers les 7 prophéties troublantes sur Donald Trump qui se réalisent en 2026, non comme théorie conspirationniste, non comme interprétation forcée, mais comme des faits documentés que l'histoire confirme chaque jour qui passe. L'homme improbable est revenu. L'alliance avec le titan le plus riche du monde s'est forgée. La tentative de se perpétuer au pouvoir est en marche. Le gouvernement dans l'ombre opère ouvertement. Les institutions démocratiques s'érodent sous nos yeux. La nation se divise plus profondément chaque jour et l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale
vacille au bord de l'effondrement. Kim Clement dit en 2014 que Dieu placerait cet homme en fonction pour tromper les gens. Nostradamus écrivit au siècle XVI sur un leader qui chercherait un troisième royaume. Isaïe avertit il y a plus de 2700 ans sur des nations qui se détruiraient de l'intérieur. Ces prophéties ne sont pas des prédictions vagues qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle époque. Ce sont des descriptions spécifiques de schémas que nous voyons se développer en temps réel. Que signifie tout cela? Sommes-nous au dernier temps? Trump est-il une figure prophétique de la fin des jours? Ou simplement un leader politique polarisant qui teste les limites des institutions démocratiques? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais ceci. Les prophéties ne sont pas données pour créer la peur, elles sont données pour créer la conscience, pour que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Si Dieu a été fidèle à accomplir des prophéties écrites il y a des siècles, il sera aussi fidèle à accomplir ce qui reste. L'histoire ne se termine pas avec le chaos. L'histoire se termine par la restauration. Mais le chemin entre le chaos et la restauration peut être long, difficile et douloureux. Chacun de nous a une décision à prendre. Nous pouvons être des spectateurs passifs de l'histoire ou nous pouvons être des participants actifs dans la construction de l'avenir. Nous pouvons accepter l'érosion des principes fondamentaux comme inévitable ou nous pouvons défendre ces principes quoi qu'il en coûte. Les prophéties s'accomplissent non parce qu'elles sont prédéterminées de manière rigide, mais parce que les schémas humains d'orgueil, de pouvoir et d'ambition se répètent tout au long de l'histoire. Quand nous cessons d'apprendre de ces schémas, nous sommes condamnés à les répéter. Donald Trump est un homme avec des forces et des faiblesses, un homme qui a capturé l'imagination de millions et provoqué l'horreur de millions d'autres. Mais, au final, il n'est qu'un homme. Les vraies questions ne concernent pas Trump, elles nous concernent. Quel type de société voulons-nous construire? Quelles valeurs sommes-nous prêts à défendre? Quel héritage laisserons-nous aux générations futures? Les prophéties nous montrent des futurs possibles, mais le futur réel que nous expérimentons dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Ainsi arrivons-nous à la fin de cette analyse. Si ce contenu vous a été précieux, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à Révélations Mystiques pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous continuerons à analyser comment les prophéties anciennes se manifestent dans nos temps modernes. Souvenez-vous, la connaissance est pouvoir, mais seulement si vous agissez sur elle. Les signes sont partout. La question est, êtes-vous en train de prêter attention? À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde en ces temps turbulents.